Chers internautes et auditeurs de la Voix de la démocratie congolaise, bonjour. Dans votre émission de ce jour, intitulée Mon opinion, nous allons recevoir autour de cette table José Kapajika à partir de Suède, Jano Mukuna à partir du Canada et Don Kayembe à partir de New York aux États-Unis. Et moi-même, votre modérateur Antoine Kapila à partir du Canada. Dans cette émission, nous allons parler de la situation qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo dans sa partie Est. Et à notre deuxième point, nous aborderons le budget de la République démocratique du Congo avec l'émission de nouvelles coupures pour voir l'impact que ces nouvelles coupures pourront avoir sur la vie quotidienne des citoyens. Le troisième point de notre émission, nous allons aborder le point d'opposition. Et ici, on parlera de la signature de l'accord entre l'UDPS, la PARECO et l'ARP. Nous parlerons de la désignation du porte-parole de l'opposition. Et enfin, on parlera de la suspension du secrétaire général de l'UDPS. Ceci dit, je vais passer la parole à mes invités. Nous allons commencer avec le premier point sur la situation à l'Est en République démocratique du Congo. Et en faisant le tour de table, M. José Kapajika, quel est ton point de vue sur la situation qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo dans sa partie Est? Merci, Monsieur Antoine, de m'avoir accordé la parole. Moi, c'est José Kapajika, penseur libre, homme politique résident en Suède. À ce qui concerne la situation qui prévaut actuellement au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est une situation qui est connue de tout le monde, dont on sait que la guerre qui sévit à l'Est de notre pays, c'est une guerre qui est créée de toutes pièces par les Rwandais, avec ces hommes de main, Bosco Ntaganda, en complicité avec Joseph Kabila qui est au pouvoir. Donc cette situation, c'est une situation qui ne peut pas nous laisser indifférentes. Nous avons des informations qui nous font croire que le pouvoir en place au pays, c'est un pouvoir qui est complice. Et en plus, les Rwandais qui jouent un jeu, et à tout moment, il va coudoyer le pouvoir pour nous faire endormir. Il nous a envoyé son ministre des Affaires étrangères pour négocier avec Kinshasa pendant qu'ils savent eux-mêmes qu'ils sont les auteurs de ce qui se passe. Donc c'est une situation. Je crois que si nous aurons des choses à dire, nous le dirons dès que nous continuons avec le débat. Ok, Monsieur Jano Mukuna, quel est ton point de vue? Merci, Monsieur Antoine, pour la parole que tu me donnes. Je m'appelle Jano, un membre des Citoyens Avertis. La situation qui se passe à l'Est du Congo, où nous préoccupe, nous voyons comment il y a le manque de la volonté politique et le manque de la volonté de nous faire pour que la paix revienne dans cette partie de la République démocratique du Congo par les animateurs politiques ou de ceux-là qui dirigent aujourd'hui le Congo. Et je pense que la politique de non-voisinage et le respect des règles et des tests internationaux qui régissent sur les frontières du Congo et du Rwanda doivent être évoqués dans toutes ces négociations afin d'établir la vérité et condamner ce qu'il faut condamner. Je ne veux pas m'empresser beaucoup plus de condamner le Rwanda, oui, ou de dire que le Congo n'a pas fait un bon jeu. Mais moi, je pense que nous pouvons laisser la chance au gouvernement actuel qui est dirigé par ce jeune Augustin Pono, parce que la fois dernière, Moussito, du temps de Moussito, comme Premier ministre, il y avait toujours des bruits et des bruits de bottes de guerre ou des bruits de bottes des militaires, des échanges de balles et des tueries à l'Est. Mais je n'avais jamais vu un gouvernement dans le passé qui s'est levé pour condamner. Et je trouve qu'il y a un certain leadership qui se dessine d'une manière ou d'une autre, quand bien même que mon ami
José Kapajika est en train de parler que le gouvernement actuel est à la base de ces choses-là où il joue le jeu. Mais néanmoins, il y a un gouvernement en place qui a condamné. Je pense que nous sommes dans le bon sens. Et puis les démarches qui ont été entreprises par le ministre des Affaires étrangères congolais auprès de certains pays africains, je trouve que ça a du sens et que nous pouvons laisser avancer les choses de cette façon-là. Monsieur Don Kayembe. Oui, cher modérateur Antoine, merci. Don Kayembe de la Voix de la démocratie congolaise. La situation qui sévit au pays, c'est une situation qui doit interpeller plus d'une personne, en particulier les patriotes que nous sommes. Sa genèse ne trouve ses racines que dans le chef congolais. Et vous comprendrez que ça a commencé vers 1996 avec M. Laurent Kabila, qu'on a pris comme porte-parole du mouvement rebelle. Et arrivé au pays, la suite nous la connaissons, il s'est transformé en nationaliste, on a tourné les fusils derrière son dos. Et puis, les Congolais se sont emparés de la situation, et surtout ceux de Kinshasa, qui se sont vraiment dégagés de tous les Rwandais qui étaient dans leur entourage. Et cela étant, ces gens se sont campés dans l'Est, et plus particulièrement dans le Nord et le Sud Kivu, où on a commencé à faire des chefs de guerre, où on parlera de Laurent Nkunda, qui est un Tutsi, on parlera de Tanganda, un Tutsi, et tous ces gens sont des capitaines médaillés du Rwanda. Et quand on parle du Rwanda, on voit pratiquement l'extérieur, c'est-à-dire les institutions puissantes de l'extérieur économiquement, qui utilisent leur gouvernement de l'extérieur pour continuer à prendre les minerais gratuitement au pays. C'est pratiquement, donc c'est une guerre qui a plus de ramifications. Ou même le gouvernement, bon, d'aucuns dira que le gouvernement tend à faire tant peu que soit-il, comme l'a dit mon frère Jano Mukuna, j'accepte, mais ce gouvernement a longtemps laissé faire les histoires. Il est clair que le monsieur qu'on appelle général entre guillemets, puisqu'il n'a jamais été dans une école ou une académie militaire, qu'on appelle Bosco Tanganda, ce monsieur, on l'a fait général des FARDC, et cependant ce monsieur est Tutsi, né au Rwanda, grandi au Rwanda. Mais comment voulez-vous qu'on nous donne encore une aventure comme on a fait avec James Kabarebe, qui vient au pays, on lui donne la gestion de l'armée, il va même au ministère de la Défense, il a pris tous les secrets du pays laissés par le maréchal Mobutu. Vous mettez quelqu'un dans votre chambre et quelqu'un qui vient qui vous visiter, il est en chambre, il est à la cuisine, donc il prend tout, il connaît tout. Mais ce monsieur est à même de vous tuer. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Donc, en bref, la situation que nous vivons, le gouvernement est responsable à part entière. Néanmoins, nous saluons le courage que le gouvernement a fait récemment en dénonçant, tant peu soit-il pas nommément le Rwanda, puisqu'ils disent non, ce que Mende a dit récemment, c'est une bêtise, je m'excuse de le dire, il dit Kagame est mieux que Tanganda. Donc on veut avaler aux Congolais que le Rwanda, quand il donne des munitions, il arme les milices, donc c'est une bonne chose, c'est Tanganda qui est mauvais. Non, arrêtons, on ne doit pas continuer à suivre ces histoires comme ça. Donc pour être bref, nous demandons aussi aux Congolais, bien que nous avons des divergences, le gouvernement congolais a dénoncé cette histoire au niveau des Nations Unies. Le gouvernement congolais a eu le courage de hausser la voix contre les États-Unis d'Amérique, contre le gouvernement Barack Obama qui cherche à bloquer un rapport qui dénonce clairement ce que le Rwanda fait au pays. Eh bien, cessons d'être d'abord des antagonistes. Allions-nous à cette marche qu'on essaie un peu de défendre le pays comme patriote et après, on va maintenant chercher qui est qui. Voilà. Je voulais juste reposer un peu une question à M. Joseph. Évidemment, avant d'arriver à Jean Mukuna, il y a José qui a dit que M. Joseph Kabila est complice de ce qui se passe actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Alors ma question, je crois que peut-être mes deux intervenants de tout à l'heure, Jean Mukuna et Don Kayembe, ont peut-être frôlé la question en même temps, ils ont donné leur point de vue, mais c'est là que je voulais revenir encore à José. Je voulais savoir comment est-ce que le président de la République démocratique du Congo peut-il être complice dans une situation. Lui, en tant que président de la République, il doit être garant de la sécurité de ce pays-là. En quoi va-t-il demander à un pays
voisin d'attaquer son propre pays, de tuer ses propres citoyens, et de voler dans son pays, de faire le mal dans son propre pays que lui est censé protéger. Ça, c'est de un. Et de deux, comment cela peut-il se transformer en une preuve alors que quand on essaie d'écouter maintenant, contrairement à ce qu'on a connu dans le passé, où le gouvernement congolais ne disait absolument rien, mais cette fois-ci, on a vu quand même un balai diplomatique. Nous avons vu quand même que le ministre des Affaires étrangères, M. Raymond Tshibanda, qui a été en Ouganda, il a été en Tanzanie. Curieusement, il n'a pas été au Rwanda. Il est parti de l'Ouganda, il est passé en Tanzanie et il a été en Angola. Est-ce que ce n'était pas une démarche aussi de sécurisation que ces gens-là sont en train de faire pour dénoncer effectivement le Rwanda? Alors, ça que je veux comprendre, comment y a-t-il cette démarche? Est-ce que le gouvernement congolais est-il en déphasage avec la présidence de la République dans ces accusations de M. José? Comment est-ce que M. José pourra nous expliquer un peu cette démarche du gouvernement, contrairement à la logique que le président de la République est complice dans cette situation? Mais, merci beaucoup. Je crois que la situation que vous venez d'aborder est presque tout à fait claire. Cela n'est pas à démontrer. Tout le monde sait que Joseph Kabila, d'abord, de par sa nationalité, il n'est pas congolais, c'était rwandais. Cette situation, c'est une situation qui sévit depuis 1972, lorsque l'État congolais avait accepté de donner en bloc une nationalité à tous les Banyamulenge qui étaient au Congo. Et au moment où cette loi a été abrogée, je me rappelle, si vous lisez la lettre de M. Honoré Ngwanda, qui organisait en Afrique centrale, au niveau de l'annexe 1, page 386, il y a une lettre qui est transmise au secrétaire général de l'Organisation pour l'unité africaine et copie pour information aussi aux Nations Unies par les Rwandais qui réclamaient à ce que les Nations Unies puissent jouer de tout son poids pour que ces gens-là puissent s'accaparer des notaires. C'est un plan machiavélique qui ne date pas d'aujourd'hui. Et Kabila à la tête du Congo, ce n'est pas un hasard, ce n'est que l'aboutissement de ce plan qui a été préparé depuis très longtemps. Pas plus tard qu'il y a 4-5 jours, si vous avez suivi l'interview que Paul Kagame a accordée à une chaîne, je crois, une chaîne rwandaise en anglais, on lui posait la question de savoir comment le Rwanda pouvait armer les militaires qui agressent le Congo. Sa réponse était claire, il a dit, mais ceux qui sont au pouvoir au Congo, jusqu'au sommet, ils étaient avec nous ici au Rwanda. C'était clair pour comprendre que Kabila a servi dans l'armée rwandaise, ne peut servir dans une armée que lorsqu'on est de cette nationalité, à moins que ce soit une légion étrangère comme c'est le cas en France. Donc Kabila est complice de cette situation. Et revenons sur la position du gouvernement. Le gouvernement congolais, à majorité, est composé de Congolais. Ce sont des gens qui commencent à comprendre que les cartes sont en train de changer avec ce qui se passe au niveau de l'Afrique et ce qui se passe dans le monde. Ils ont tout intérêt maintenant à chercher à se recaser, à chercher au moins à se protéger aussi par rapport à la pression de la population. C'est tout à fait normal que vous voyez le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda Ntougamulongo, qui fait le tour de l'Afrique centrale sans passer par le Rwanda. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, il y a Lambert Eko, comme venait de l'épingler donc Kayembe, Lambert Mende qui nous a fait une déclaration pour nous dire que Kagame est mieux que Bosco Ntaganda. Aussi longtemps que Kagame continue à armer, à former les milices qui viennent nous agresser juste pour nos terres. Les populations du Sud Kivu, les populations du Nord Kivu, les populations du Maniema sont dépeuplées, sont chassées par cette milice au moment où Rwanda est en train de prendre sa population pour les déverser vers nous. Il y a un problème démographique. Le Rwanda, c'est un petit pays qui est 8 fois le Kivu. Donc, ils n'ont pas de terre. Ils n'ont pas de terre arable. Donc, les terres qui sont cultivables, ils ne peuvent les trouver que chez nous. C'est tout à fait normal que ces gens-là se sont faits dans l'idée qu'ils ne peuvent vivre mieux que chez nous. Donc, c'est une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc, nous avons des preuves que Kabila est complice dans cela, parce que depuis que cette situation de guerre a commencé, la guerre actuelle a commencé en 1998. Il y a Mouzé qui dit, Mouzé Kabila, Laurent Désiré Kabila qui dit, cette guerre
nous allons la ramener d'où elle est venue. Elle sera longue et populaire. Depuis que Joseph Kabila est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait pour ramener la guerre là où il était venu? Parce que la guerre était connue, tout le monde connaissait bien que cette guerre était venue du Rwanda. Est-ce que Kabila a ramené la guerre au Rwanda? Par contre, Kabila a facilité à ce que Bosco Tanganda, Kunda Bouatar viennent s'installer, opérer chez nous. Kabila père non plus ne l'a pas ramené au Rwanda, lui qui avait fait cette déclaration-là. Il n'a pas ramené, mais du moins il a déclenché une guerre, raison pour laquelle il a été tué. Si on ne l'a pas tué, s'il n'a pas été assassiné, avec la complicité de la communauté internationale, pour ne pas les citer, ils le savent, tout le monde sait que Kabila le père a été assassiné par l'actuel Petit qui est au pouvoir, que vous appelez fils Kabila, en complicité avec la communauté internationale. C'est connu de tout le monde, ce n'est pas à démontrer. Donc ce sont des histoires qui sont connues, c'est un problème qui est connu, et que la guerre est venue du Rwanda, et cette guerre, nous allons la ramener là où elle est venue, d'où elle est venue. Mais l'actuel, soi-disant Kabila, fils Kanambe, depuis qu'il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il a déjà aménagé comme effort pour ramener cette guerre d'où elle était venue? Nul. Et nous amène des négociations qui n'ont rien à voir avec nous, qui n'ont rien à voir avec le peuple congolais. Et dans tout ça, ils souffrent. Ce sont nos compatriotes, nos frères du Kivu, ce sont eux qui souffrent beaucoup. S'il y a eu beaucoup plus de morts, les morts, on les trouve. On ne trouvera pas ces morts-là dans les Bas-Congo. Les morts dont nous parlons, plus de 8 millions de morts, ce n'est pas dans les Bandundu, ce n'est pas dans les Kasaï, mais la majorité, ce sont nos frères et sœurs du Kivu. Donc c'est un appel aussi que je lance aux ressortissants, aux Kivusiens, de se mettre debout, parce que ce sont leurs frères directs. Nous venons parce que ce sont nos frères congolais. Mais s'il y a des gens qui sont touchés directement, ce sont les ressortissants du Kivu. Ils doivent se mettre debout. Mais par contre, ce sont les mêmes ressortissants du Kivu, ceux qui nous disent qu'ils sont du Maniema, ce sont eux-là qui collaborent avec les pouvoirs. Ce sont eux-là qui sont complices avec Kigali. Donc si vous cherchez des preuves, les preuves sont là. Je voudrais intervenir un peu à ce que mon ami José Kapajika est en train de parler. Quand on a chanté, acclamé l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, qui était bien sûr accompagné de nos amis rwandais, je les appelle amis parce que c'était les leurs, qui sont venus l'accompagner pour chasser Mobutu au pouvoir. Il faut avouer que les choses n'étant pas préparées comme il le faut, l'objectif était de faire partir Mobutu, et l'objectif des peuples Tutsis, c'était de revenir au pouvoir au Rwanda et de prendre le pouvoir pour toujours ou pour longtemps. Et nous devons comprendre que toutes les allégations, je dis que ce sont des allégations, pourquoi? Parce que je ne sais pas établir, moi, qu'aujourd'hui, que Joseph Kabila peut être aussi à la base de ce qui se passe à l'Est, ou contribuer d'une manière ou d'une autre de pousser l'armée rwandaise d'attaquer la population congolaise. Ce sont des allégations, je le dis comme ça, parce que les faits doivent être établis. Mais quelque part dans tout ça, ce que je trouve que c'est quand on manque l'intégrité dans ce qui représente le peuple, qui se disent qu'ils sont tenus, ils ne sont pas intègres dans ce qu'ils font. Et c'est là que les choses ne semblent pas marcher. Alors, je ne dirais pas donner des leçons de morale, parce qu'il n'y a pas de morale dans cette affaire-là. Comme disent les économistes, qu'il n'y a pas de morale en économie. La guerre, José l'a bien démontré, et donc Kayembe l'a fait voir qu'elle date de 1994. Et nous trouvons que cette guerre, elle nous est imposée par cette communauté internationale vers laquelle nous tournons. Parce que ce n'est pas nous qui exploitons les minéraux au Congo. Ce sont eux qui ont la technologie, ce sont eux qui ont des équipements pour exploiter les minéraux au Congo et qui nous imposent cette guerre-là. Mais moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un sursaut d'orgueil du peuple congolais, au lieu de tourner encore vers cette communauté internationale qui est en train de jouer le double jeu, qui refuse la vente des armes au Congo, mais qui l'accepte pour le Rwanda, qui bloque, comme Don Kayembe l'a bien dit, un rapport
de soi-disant Nations Unies qui veut publier, condamner le Rwanda, démontrer que ce qu'il est en train de faire, la même communauté internationale, c'est vers laquelle nous allons nous tourner pour demander l'aide et nous assister à arranger les choses. Je pense qu'il est temps que le peuple congolais se lève. S'il y a les voix qui se lèvent aujourd'hui, tant soit peu, par le ministre des Affaires étrangères congolais qui va faire le tour pour sensibiliser, si aujourd'hui Mende peut se lever pour condamner ce qui se passe à l'Est, c'est un début. Mais que le peuple aussi se lève. Mon ami José vient de le parler pour dire que il est temps que nos amis de Kivu, ce sont eux. Et moi je pense que s'il y en a ceux qui nous suivent cette émission, mon opinion sur la voie de la démocratie congolaise, ils doivent comprendre que d'abord ce sont eux. Si nous nous élevons aujourd'hui pour condamner ce qui se passe au Rwanda, c'est d'abord et avant tout pour le peuple qui sort du Kivu. Parce qu'au Kasaï, on n'en a pas parlé. Au Bandundu, on n'en a pas parlé. À l'Équateur, on n'en a pas parlé. On ne parle pas dans les Bas-Congo. Et c'est toujours dans l'Est du Kivu, là. Il faut qu'ils se lèvent. Ils sont nombreux, ils sont aussi majoritaires. Ils sont en Suède, ils sont des milliers en Suède. Mais ils ne se lèvent pas. Mais bon, il faut que le sursaut d'orgueil. Je m'excuse, je pense que ce n'est pas un problème du Kivu, c'est un problème du territoire national. Non, d'abord du Kivu. Non. Écoutez, je crois que ça ne doit pas être un problème d'abord du Kivu. Je crois que, parce que si on doit réduire le problème, on doit dire que c'est le Kivu qui est plus concerné. Le Kivu, c'est pas qui? Le Kivu, c'est qui? Le Kivu, c'est pas le Kivusien. Le Kivu, c'est pas le Mouchi du Kivu. Le Kivu, c'est pas le Mourega. Le Kivu, c'est le Congolais parce que ici, c'est un problème de territoire national. Le territoire national, c'est le territoire congolais pour lequel on est en train de parler. On ne parle pas d'un territoire. On parle d'une parcelle de la République démocratique du Congo qui est attaquée. C'est comme tu es dans ta parcelle. Tu as des enfants. Parce que l'enfant du voisin est venu frapper, l'ami de l'enfant, de ton enfant, a été frappé par son ami. Ça devient un problème de famille. C'est toute la famille qui doit s'impliquer. Je ne crois pas, moi, à ce niveau-là, qu'on doit essayer de réduire le problème, de dire que c'est le Kivusien qui doit se sentir concerné. Non. Ici, c'est le Congolais qui doit se sentir congolais. Monsieur le modérateur, vraiment, je peux bien intervenir sur ce point-là. Je crois que notre ami et moi, nous disons, et vous, nous disons la même chose. Mais la façon dont vous présentez la situation, où nous présentons la situation, semble être différente. Vous venez de donner un exemple de la parcelle de mon frère qui est taffé, ou l'enfant de mon frère qui s'est fait attaquer, qui s'est fait tabasser par l'enfant d'un pays, d'un voisin. Cela devient un problème familial. Mais avant que la famille vienne intervenir, il y a d'abord le papa ou les parents de cet enfant qui a été tabassé, qui est le premier à agir. C'est un problème national de la situation du Kivu, parce que c'est le territoire de la République démocratique du Congo. Nous nous battons pour nos terres, les terres de nos ancêtres, qui est la République démocratique du Congo. Mais au moment où nos compatriotes qui habitent sur ces lopins de terre se laissent corrompre, parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens qui donnent aussi des astuces à ceux qui sont en face, une grande partie, ce sont des gens qui ont vécu au Kivu. Ce sont des gens que nous avons accueillis chez nous, croyant que c'était nos frères par notre hospitalité. Ils se sont retournés contre nous. Donc s'il y a des victimes, les victimes ne sont pas dans les Bas-Congo. S'il y a des morts, les morts ne sont pas dans les Bandundu. Ce sont nos compatriotes, nos frères et sœurs du Kivu qui sont d'abord premières victimes. Sur le plan régional, ce sont eux. Sur le plan national... Je pense que c'est de cette façon-là qui fait qu'à un moment donné, nous n'arrivons pas à résoudre tous nos problèmes. C'est parce qu'il y a déjà la division de départ. C'est quand on se dit que ce n'est pas le frère congolais qui est au Bas-Congo qui est affecté. Moi, je ne pense pas. Je crois que regardons le problème dans l'autre sens. C'est le Congolais, peu importe, c'est le Congolais qui est affecté. Mais c'est ton opinion. Si on doit se limiter, regarder le problème au niveau du Congolais qui est affecté. Alors, je disais, c'est un problème qui concerne les Congolais, tous dans son ensemble. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus touchés, ce sont nos frères du Kivu. J'ai y apparu avec un officier qui est dans l'armée, sur place Congo.
un officier supérieur, ressortissant du Kivu. Je lui ai posé la question. Est-ce que vous êtes d'où? Il dit non, moi je suis de Maniema. Vous êtes de Maniema? Oui. Les gens qu'on est en train de tuer, ils sont tués où? Dans les Bas-Congo ou dans les Bandouls? Il dit non, c'est bien sûr chez moi. C'est bien sûr chez toi. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'officier et ressortissant du Kivu? Moi, je suis là, je suis du Kassai, je me bats pour les Kivu. Je suis là pour me battre pour les Kivu. Aujourd'hui, au niveau du RAP, le Rassemblement pour l'alternative politique en RDC, un mouvement politico-militaire, ils ont fait des collectes de médicaments pour envoyer à la population kivuienne qui souffre, qui est dans la souffrance. Et tous ceux qui ont donné ces médicaments, ces vêtements, est-ce qu'ils sont nécessairement ressortissants du Kivu? Ils ne le sont pas. Pourquoi ils le font? Parce que ce sont nos frères. Mais vous, les concernés, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là, vous nous appelez, nous, vous nous demandez à ce que nous allions au Kivu intervenir pendant que vous êtes officier. Il ne m'a pas répondu. Mais c'est vers 1h du matin qu'il m'appellera sur mon GSM pour me dire ce que vous m'avez parlé m'empêche de dormir. J'en ai parlé à mon frère qui est au front. Il m'a dit que vous avez pleinement raison. Les personnes concernées d'abord, c'est nous. Si nous ne faisons rien, si nous ne pouvons pas vous amener sur le terrain pour vous dire que voici comment vous comporter, comment danser, comment aller dans des forêts, vous allez vous faire tuer là-bas. Donc vous avez raison. Donc surtout cette interpellation m'a beaucoup touché. Donc si je l'ai dit, ce n'est pas pour rien. Nos frères, il y en a, moi j'en connais beaucoup qui sont debout. Comme j'en connais aussi beaucoup qui viennent des autres régions, qui viennent de toute la République démocratique du Congo, qui sont debout pour les Kivu. Donc c'est juste un appel que nous avons lancé, mais cela ne veut pas dire que cette situation ne concerne pas tous les Congolais. Nous sommes concernés, raison pour laquelle nous nous battons. Vous ne pensez pas que la situation qui prévaut aujourd'hui, c'est pas une... Je crois que tout le monde l'a presque dit, mais quand je regarde l'histoire, moi je pense que d'abord, il y a le problème des lois de la République du Zaïre à l'époque, qui ont créé tout ce brouhaha qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et puis, de deux, il y a l'apport grandissant de la communauté internationale dans l'affaiblissement de l'État congolais dans ses capacités de se défendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je crois que tout le monde aura une opinion, je vais juste ouvrir le débat là-dessus. Quand on dit à la République démocratique du Congo qu'il n'a pas le droit, à la République du Zaïre à l'époque, et puis ça s'en est suivi avec la République démocratique du Congo, pour ne pas importer les armes. Parce qu'on ne peut pas se défendre avec les mains. On ne peut se défendre que quand on est armé. Ces gens-là n'ont jamais eu des armes de façon officielle. C'est-à-dire quand ils doivent acheter, c'est d'acheter par des voies détournées. Ce qui est très compliqué. Ce qui fait que sur le plan militaire, de se défendre là, ils n'ont pas assez de matériel pouvant leur permettre de défendre le territoire national. Ce qui fait que tout un pays, on le prive des capacités de se défendre. Non, monsieur Antoine, permettez-moi que j'intervienne. Vous savez, ce que vous dites là, c'est dans les voies normales. Dans le cas d'espèce, vous prenez un étranger, vous lui donnez la hauteur d'un général d'armée, avec les gens à sa disposition, majoritairement étrangers. Vous les équipez en tant que gouvernement, avec l'artillerie, avec les armes lourdes et consorts, et vous dites que c'est la communauté internationale qui donne les armes? Non, le gouvernement y est pour beaucoup. Dans leur histoire d'intégration, où on dit donc ces gens étaient des rebelles, il faudrait même les récupérer, mais il fallait passer par le filtre qui est congolais, qui ne l'est pas. Vous ne pouvez pas avoir un étranger servir dans votre armée nationale. C'est là où il y a l'entorse, c'est là où il y a le problème. S'approprier les armes, c'est une chose, oui, mais l'utilisation et le dispatching de ces armes en est une autre. Et c'est là où le gouvernement est en train de jouer le double jeu. Vous prenez les étrangers, connus comme sujets étrangers rwandais de surcroît. Tu es général, voilà les hommes, voilà les armes, gardez les Kivu. Comment? Ils sont en train de contribuer à la balkanisation, voilà.
Non, ce que je veux dire, moi, c'est que ma question était aussi claire. Moi, je parle maintenant, ça c'est au niveau des groupes. Mais ici, je parle au niveau de l'État. Le gouvernement zaïrois à l'époque, comme le gouvernement congolais qui s'en est suivi, a été interdit. Il y avait un embargo qui ne pouvait pas s'armer. Qui n'existe plus. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas reformer son armement. Non, c'est déjà levé. C'est déjà levé. Je suis en train, je viens parce que j'ai une question qu'on va débattre. Qui fait que, avec un voisin qui est bien armé, qui continue à renouveler son armement. Alors vous êtes dans une position, de faiblesse, parce que vous n'avez pas les moyens qu'il vous faut. Est-ce que ce n'est pas là aussi le jeu de la communauté internationale qui a fait que nos lois d'abord, qui nous ont affaiblis depuis l'époque du Zaïre, on a plus accepté les Tutsis à être au Congo, et où il y a eu une légèreté dans l'octroi de la nationalité zaïroise à l'époque, qui a fait que ces gens-là, ayant connu tous les rouages du système politico-militaire du Congo, avec toutes les faiblesses, avec l'appui de la communauté internationale par ce genre d'embargo qui n'ont imposé qu'à un pays, mais pas à l'autre, parce qu'il y a un agressé et un agresseur. L'agresseur n'a pas le droit de s'armer, tandis que l'agresseur, on lui donne tout ce plein droit-là. Est-ce que ce n'est pas un déséquilibre que la communauté internationale a mis sciemment, effectivement, pour essayer d'éviter à ce que la République démocratique du Congo puisse être une force en Afrique centrale? Monsieur Antoine, je voulais intervenir par là-dessus. Vous savez que on dirait que c'est une sorte de maladie. Permettez-moi les termes, mes amis. C'est une sorte de maladie et souvent, quand il y a quelque chose, nous les jetons toujours sur cette communauté internationale. Bien sûr que cette communauté internationale se trouve dans une position de force. Pourquoi? Parce que c'est cette communauté internationale qui décide. Et ils sont influencés, comme vous le savez, par de ceux-là qui exploitent les minéraux au Congo. Mais moi, je parle ici beaucoup plus de l'intégrité de ceux qui dirigent les pays. Bien sûr, les amis sont mieux informés que moi pour démontrer noir sur blanc que voilà, l'actuel président de la République démocratique du Congo, il est de nationalité rwandaise. Oui, il a cette nationalité rwandaise-là. Oui, il a un leadership. Mais le sursaut d'orgueil que les peuples congolais doivent avoir, l'intégrité de ces peuples-là qui se disent, bien, oui, tant bien que ça, cet homme dirige les pays ou bien ces gens nous dirigent. Mais nous, les peuples, nous devons aussi nous élever et parler d'une voix. Mais il faut les regarder. Si nous parlons aujourd'hui, oui, il y a des armes qu'on refuse à la République démocratique du Congo de s'armer, s'organiser face à son ennemi ou son adversaire qui est le Rwanda. Dans tout ça, il y a aussi le manque de l'intégrité de ceux qui nous dirigent. Commençons même par les diasporas même. Regarde les diasporas, comment le diaspora est divisé, et les diasporas manquent aussi de l'intégrité dans ce qu'ils font. Et je pense, oui, c'est bien beau quand nous disons la communauté internationale. Oui, on jette la balle sur cette communauté-là. Mais quels sont ces peuples-là, les bénéficiaires de leur destinée? Que font ces peuples-là? C'est un peuple amorphe, comme José Kapajika qui a dit que c'est un peuple amorphe. Oui, il y a la conscience qui s'élève aujourd'hui parmi nous, de ceux, surtout les bénéficiaires de l'action, c'est nos frères du Kivu, qui doivent aussi s'élever. Pour vous compléter, oui. Est-ce que saviez-vous qu'il y a un groupe des officiers supérieurs de l'Est qui avait adressé il y a 3 jours un ultimatum de 5 jours à Kabila de chercher un terre d'asile, tous ressortissants du Kivu. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé que non, trop c'est trop. C'est ce que nous nous demandons. Oui, mais cela ne veut pas dire que les officiers supérieurs des autres régions ne peuvent pas emboîter les pas. Mais le fait seulement que les autres aient eu le courage de dire que non, trop c'est trop, ça encourage les autres de les emboîter les pas. Raison pour laquelle nous interpellons aussi, nous avons interpellé les ressortissants du Kivu de se mettre au devant de la scène. Parce que ce sont nos frères, leurs sœurs, qui sont nos frères et nos sœurs aussi, qui sont victimes de cette guerre. La situation de la nationalité, comme venait de les soulever Antoine, cette nationalité qui a été octroyée à tous les ressortissants Banyamulenge, Banyarwanda,
par la loi qui a été préparée par M. Barthélemy Bisengimana. Mais cette loi a été abrogée par le comité central du MPR en 1972. Barthélemy Bisengimana a introduit la loi en 1972, mais en 1981, le comité central du MPR avait abrogé cette loi. Raison pour laquelle les ressortissants rwandais qui étaient chez nous avaient adressé une lettre au niveau de l'ONU et au niveau de l'Union africaine pour demander qu'ils puissent les aider à retrouver une terre d'asile, qu'on leur octroie une partie du Kivu. Donc, cette histoire de Kivu, que vous le vouliez ou pas, que les Rwandais le veulent ou pas, ils ne prendront rien. Pas un seul iota de nos terres. Nous allons nous battre jusqu'à la fin. Antoine, donne-moi une minute. Écoutez là, on va avancer s'il vous plaît. Une minute. Que dites-vous de la déclaration des ambassadeurs africains qui encouragent un dialogue entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sans pour autant condamner tout ce qui se passe à l'Est, malgré que le gouvernement congolais a émis quand même des critiques que tout le monde a entendues par la voix de son porte-parole. Mais ces ambassadeurs-là, ils ont encouragé la voie du dialogue. Oui, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration-là? Moi, je pense que c'est mon opinion, c'est que c'est la diplomatie. Je pense que nous ne pouvons pas y aller en tant que Congolais victimes de ce qui se passe à l'Est avec les émotions et puis la raison plus. Mais c'est la diplomatie. Dans la diplomatie, il y a tout ça, il y a des condamnations face aux allégations que vous, les Congolais, mais si les faits sont établis, c'est par là qu'on peut condamner, parce que nous avons vu dans le passé certains rapports qui condamnent ce qui s'est passé parce que les faits ont été établis. Mais quand nous sommes au niveau des allégations, ils ne peuvent pas que condamner, que c'est d'inviter ces gens-là dans la diplomatie, de se mettre ensemble et parler de ce qui se passe. Monsieur Jeannot, je ne vous interromps pas. Est-ce que vous avez besoin des lunettes pour comprendre ou pour voir que le Rwanda nous agresse? Tous les rapports, depuis le mois d'avril, tous les rapports sont clairs là-dessus. Kagame, pendant sa conférence de presse, il s'énervait chaque fois qu'on devait poser la question sur le Congo. Et je vous ai dit il n'y a pas longtemps, il y a un problème au niveau des Nations Unies, au Conseil de sécurité, où le gouvernement Obama est en train de bloquer un rapport qui cite nommément le Rwanda. Est-ce que vous pouvez parler des allégations qui ont des preuves comme ça? Donc, comment? Écoutez mes chers amis, nous sommes en train de parler d'une affaire nationale, d'une affaire qui engage tout un peuple. Nous ne devons pas avoir des demi-mesures en discutant. Écoutez, il n'y a pas de négociation possible. Kagame est mauvais. Le Rwanda nous a agressés. Eh bien, il faut répliquer avec la dernière énergie. Comme mon frère José l'a dit, nous devons ramener la guerre d'où elle est venue. Nous savons... Donnez-moi une minute, monsieur Jeannot. Vous savez, le Rwanda est devenu très arrogant depuis qu'elle s'était battue à Kisangani. La guerre qu'on appelle la guerre des 6 jours de Kisangani. Elle a eu raison sur l'Ouganda. L'Ouganda qui est la force qui a formé ces gens de Kagame. Mais quand maintenant ces enfants ou bien ces élèves d'Ouganda ont remporté contre Ouganda, alors ils se croient qu'ils sont plus forts dans la région. Alors c'est comme ça qu'ils prennent maintenant le Congo et surtout l'Est comme le ventre mou où ils peuvent aller danser quand ils veulent. Ils prennent ça comme un maillon faible de la région. Et nous devons nous mettre debout comme nationalistes, comme patriotes, condamner et si possible aller nous battre jusqu'à la dernière énergie. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Don, je ne réponds pas aux chercheurs de polémiques de bas étage là, mais j'aimerais seulement vous faire voir quelque chose. C'est pourquoi il faut qu'on dissocie un peu, quand on parle de débat national comme ça, des raisons et des émotions et du cœur de choses comme cela. Et je pense qu'en tant que nationaliste, là, vous y allez avec toute votre énergie, tout à fait, avec les émotions et les raisons tout est compris. Qui vous poussent. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Donne-moi une minute, je vais terminer. Moi, je pense, à mon avis, c'est mon opinion, parce que l'émission s'appelle Mon opinion. C'est mon opinion que je donne. Je me dis, nous sommes en face de deux forces. La première, c'est ce que le Rwanda qui est en train de nous malmener, tant soit peu, avec la bénédiction de cette communauté dite internationale.
Mais nous ne pouvons pas y aller aujourd'hui avec un profil très bas. José Kapajika a montré tantôt comment et combien Bisendaman à l'époque a cherché à faire passer une loi en République du Zaïre pour donner la nationalité aux Rwandais qui habitaient le Congo. C'est pour dire que même M. Mobutu, le défunt, connaissait bien la soif de tout Rwandais. Il connaissait cette soif-là. Ainsi donc, connaissant cette soif, il s'est entouré même de tout Rwandais. Nous voyons Bisendaman qui était même son directeur de cabinet. Nous le voyons qu'ils occupaient beaucoup de choses et des postes au Congo. Et je me rappelle le tout dernier ministre des droits de l'homme, il était rwandais. Alors, nous pouvons comprendre que Mobutu, d'une part, il avait une gestion de ces gens-là qui était assoiffé d'avoir aussi une terre. Avouons-le, bien sûr que nous sommes des nationalistes, et le pays nous appartient, mais jusqu'à ce que nous allons nous lever, avec les moyens de bord, sans pour autant faire allusion ou référence à cette communauté internationale qui est en train aussi de nous mettre à genoux, en ce moment-là, ils vont pouvoir nous respecter. Sinon, ils ne nous respecteront pas. Avec quoi nous allons attaquer le Rwanda si on nous refuse d'avoir les armes? Non, ça c'est un faux débat. Les armes, on achète toujours. Il y a eu un embargo cette fois-ci. L'embargo était levé du côté gouvernement, c'est du côté des rebelles où ces gens achètent les armes à travers les militaires congolais. Et soi-disant congolais, c'est la plupart d'entre eux dans le Kivu ne sont pas congolais. C'est ces gens-là, ils prennent les armes, ils équipent leurs frères. Mais quand le gouvernement congolais, est-ce que je peux terminer? Quand le gouvernement congolais prend l'argent du contribuable, prend l'argent, au lieu de payer les gens ne sont pas payés, on prend cet argent, on achète les armes pour aller les transposer sur les ennemis, ça disant CNDP intégrés dans l'armée, qui à leur tour acheminent les armes au Rwanda et acheminent les armes chez les FDLR et consorts qui sont dans des brousses. Nous disons non, nous devons cesser d'être kabylistes, nous devons cesser d'être tshisekédistes, nous devons cesser d'être, qu'est-ce que j'ai encore, d'être d'abord congolais, patriotes, se battre acharnement à récupérer la terre et la gestion de notre terre. Pour compléter, donc, M. Janon, la RDC ne souffre plus d'embargo d'armes parce que nous achetons des armes régulièrement et les armes qui sont achetées par le gouvernement ne servent pas à l'armée régulière. Ce sont des armes qui sont données au front, soi-disant au front, mais envoyées directement aux milices de Nkunda Boato pendant qu'il était encore là. Vous avez, si vous suivez l'information que nous avions reçue hier, qu'il y a eu 8 officiers de l'armée du FADRC qui ont fait défection pour rejoindre les militaires de M23. Les 8 officiers proviennent des CNDP. Ce sont les officiers qui ont été pris chez nous avec les accords qui ont été signés et qui aujourd'hui, après avoir rempli leur mission au sein de l'armée, ils nous ont pris des armes qu'ils avaient et pour rejoindre leur camp d'origine. Donc ils nous ont amené avec eux l'armement des missiles antisolaires, des batteries anti-aériennes, ils nous ont tout amené. Donc c'est pour dire que l'armement, nous les achetons. Nous achetons l'armement. Mais écoutez, vous ne pensez pas aussi que, je crois qu'on essaie un peu de condamner trop le gouvernement, mais quand j'écoute un peu vos explications, ça c'est une question que je veux poser, il y a eu un dialogue. Le dialogue a fait que, qui était bon. De toute façon, je crois que le dialogue n'a toujours pas été mauvais. Il y a le CNDP, peut-être qui est parti au dialogue avec ses intentions. Il est entré dans ce dialogue-là. Il y a eu gain de cause. Il y a eu un semblant de paix. De ce semblant de paix, et que le CNDP, parce que dans le dialogue a dit qu'avec les militaires de CNDP, on va leur donner des postes. Ils ont eu les postes qu'ils avaient besoin, et que par après, avec ces postes-là, ils se décident de partir avec les armes. Est-ce que ça, c'est un problème du gouvernement congolais? Effectivement, je peux bien, je ne vous laisserai pas le temps. Les dialogues dont vous faites allusion, les dialogues a eu lieu. De quel dialogue parlez-vous? Un plan qui a été préparé de toutes pièces par les Rwandais qui sont au pouvoir chez nous pour intégrer leurs frères, à ce que leurs frères viennent nous infiltrer. Il n'y a pas eu de dialogue.
Il n'y a pas eu de dialogue. C'était une façon de permettre à ceux qui nous agressaient de venir nous infiltrer pour travailler. Il n'y a jamais eu de dialogue. Si vous vous appelez ça dialogue, ce n'était pas un dialogue. C'était juste une compromission, quelque chose qui a été préparé pour prendre les adversaires qui nous agressaient et les amener dans notre armée pour nous infiltrer. Il n'y a pas eu de dialogue pour amener la paix, comme vous l'avez dit. José, permettez-moi que je complète. Écoutez, mes chers amis. Quelques semaines avant la mutinerie, le gouvernement en place a pris certains militaires dits de CNDP pour les éloigner. Et c'est un effort qui a été conjugué depuis très longtemps pour éloigner ces gens de ces provinces-là où ils étaient habiles à créer du mal, du tort aux gens, pour les éloigner de là, comme ils ont accepté d'intégrer les FARDC, l'armée nationale, ils devaient aller travailler partout où on voulait qu'ils aillent servir. Ces gens ont refusé. Donc, une armée doit être homogène. Mais notre armée est encore hétérogène et hétéroclite. Quelques semaines avant, disais-je, on a pris quelques éléments, on a mené dans le Kasaï, au Kananga, on a pris quelques éléments qu'on a menés du côté ouest en général, à Bandundu, dans 3 provinces. Mon analyse personnelle était que, est-ce que ces gens n'ont pas été amenés délibérément pour que quand le feu s'allume, ils seront à même aussi d'allumer le feu là où ils sont. Et comme ça, tout le pays est embrasé. Voilà, ce sont des histoires comme ça qu'il faut un peu analyser avec tact. Donc dire que le problème d'armée, d'achat d'armes et dispersion d'armes ne concerne pas le gouvernement, c'est la première entité à condamner. Vous devez savoir où amener ces escadrons de mort. Vous devez savoir comment amener ces armes qui tuent. Et quand vous les multipliez, vous achetez davantage, vous amenez dans la même région, dans la même province, où les gens sont en train d'errer à même la brousse, est-ce que vous êtes responsable? Non, nous devons cesser à un certain moment de faire de beaux yeux ou bien de caresser certaines personnes dans le sens de poil. Nous devons dire les histoires comme Congolais. Ceux gens qui sont au gouvernement, en majeure partie, ils sont Congolais et nous devons qu'ils rejoignent le Congolais qui pleure, les Congolais qui veulent que le Congo soit un pays normal. Bon, je crois qu'on va essayer de passer au deuxième point, mais avant de clore ce premier point, qui est sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo, que chacun en 2 minutes puisse nous donner une proposition. Je voudrais que ce soit une proposition beaucoup plus constructive en ce qui concerne la situation à l'est de la République démocratique du Congo. On va commencer avec M. José Kapajika. Vous parlez des propositions politiques ou propositions militaires? N'importe quelle proposition. Une proposition, selon vous, une proposition pour mettre fin à la situation actuelle à l'est de la République démocratique du Congo. Écoute, ce n'est même pas une proposition. Dire que c'est une proposition, je ne sais pas à qui je ferai cette proposition. Je me crois être moi-même engagé dans ce que je suis en train de faire pour la libération de mon pays. Ce n'est qu'un message que je lancerai aux ressortissants rwandais qui sont chez nous, de dire à leur chef, qui est un chien de garde de l'Occident, et particulièrement des Américains, qu'ils ne veulent pas la terre de nos ancêtres ne partira pas d'un seul iota, ne ferait jamais partie d'un seul iota au peuple rwandais. S'ils ne comprennent pas cela, cette guerre, nous la ramènerons jusqu'au Rwanda et c'est nous qui finirons par annexer Kigali en République démocratique du Congo. Nous ne sommes plus au moment où nous devons aller au dialogue comme les ambassadeurs africains. Ce sont des aventuriers. Tous ces ambassadeurs qui disent non, il faut aller au dialogue. Ils n'ont jamais ménagé d'un effort. Nous avons vu les nationalistes africains, Mohamed Kadhafi, se faire agresser par la France en complicité avec Barack Obama. Ces ambassadeurs africains n'ont fait aucune déclaration pour condamner cela. Aucune. Aucune. Donc moi je ne compte pas sur ces gens-là. Ils peuvent nous amener dans toutes sortes de distractions avec leurs déclarations, mais les Congolais doivent se mettre debout parce que le Congo nous appartient. Le Congo nous appartient. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière minute pour libérer nos terres et récupérer notre identité. Jean Mokona. Ce que je peux dire, que c'est l'état de droit, l'intégrité morale et politique des dirigeants, la souveraineté du peuple, la démocratie montrent ses limites aux temps actuels en République démocratique du Congo. Et le seul principe supérieur qui reste,
à mon avis, est que le peuple se révolte. Parce que ce peuple est violé et que la démocratie n'est pas respectée. Et qu'on passe à la souveraineté populaire qui est celle de se prendre en charge. Ainsi donc, la communauté internationale emboîtera les pas. Mais aller demander l'aval de cette communauté internationale n'a pas le bon sens. Ça, c'est ce que je peux dire. Donc, AMB. Oui, en tout cas, résumer ou bien donner des propositions concrètes, c'est difficile. Des propositions, oui. Des propositions concrètes dans cette confusion confuse. D'emblée, je voulais d'abord faire remarquer, est-ce que vous savez que les gens qu'on ramène là pour rejoindre le M23, ce sont les Interamouins? Donc les gens là qui ont décidé de quitter le Congo pour rentrer dans leur pays d'origine. Et quand ils arrivent là-bas, on les récupère et puis on les retourne encore au pays, soit dans les mines, soit dans l'armée. Donc le Rwanda est en train de faire l'épuration ethnique aussi des Hutus. Ils ne veulent pas des Hutus là chez eux. Ils veulent que les Hutus restent sur le Kivu. Donc nous disons au peuple kivousien, concrètement parlant, de dénicher ces gens-là et ne pas leur donner l'occasion de prendre pas même 1 millimètre de la terre kivousienne. Ils sont étrangers, qu'on les traite comme étrangers, tous ces Interamouais qu'on retourne chez nous. Là, nous allons passer à notre deuxième point de ce jour. Je crois que ce deuxième point, on va essayer d'y aller un peu plus vite. On va parler de l'émission des nouvelles coupures en République démocratique du Congo. Quelle est l'analyse que chacun va faire de cette émission des nouvelles coupures en République démocratique du Congo aujourd'hui? Et au besoin, quel est votre point de vue aussi sur le budget de l'actuel gouvernement? Évidemment, ils ont augmenté leur budget qui s'élève maintenant à peu près à plus de 8 milliards de dollars. C'est avec Jeannot Mukuna. L'émission des nouvelles coupures, je pense que mon opinion serait de regarder d'abord, parce que ce gouvernement qui est aujourd'hui au pouvoir avait présenté devant l'Assemblée nationale un plan macroéconomique. Mon opinion serait de les juger sur les faits. Quand cette politique va être mise en place, voir comment cela pouvait contribuer à l'économie. Mais nous pouvons saluer d'abord l'effort qui est celui de rehausser un peu le budget du gouvernement ou de la République du Congo, les choses qui n'ont pas été faites bien avant. Cela démontre tant soit peu qu'il y a une conscience voilée ou pas, mais qui s'installe à ce gouvernement-là aujourd'hui, qui semble faire les choses contraires du gouvernement précédent. Je souhaiterais donner mon opinion plus tard dans vos émissions. Si vous allez les organiser, vous allez aussi m'inviter sur ces points-là quand les mesures seront mises en place. José Kapachika. Ok, je crois que de moi-même, je ne suis pas économiste ou monétariste, mais par rapport à l'expérience que nous avons vécue au pays depuis le maréchal Mobutu, la République démocratique, la République du Zaïre, l'émission des billets à valeur faciale n'ont jamais résolu des problèmes. Par contre, ça a toujours amené la crise et la dévaluation monétaire connue de tout le monde. Moi, je ne pense pas que c'est une solution de mettre des grosses coupures à valeur faciale si l'économie elle-même n'est pas contrôlée, surtout la production. Aussi longtemps que la production n'est pas contrôlée, on ne sait pas exporter ce que nous produisons. Je ne pense pas que cela aiderait à quelque chose. À moins que les monétaristes et les économistes nous prouvent le contraire, nous disent les raisons réelles de ces émissions des billets. S'ils le font juste pour se débarrasser d'un peuple qui est affamé à besoin, un peuple qui n'a pas de force, un peuple qui n'a plus de salaire, ils fabriquent ces billets-là juste pour leur payer leur salaire, des salaires qui ne leur serviront de rien. Je ne pense pas que ce serait une solution. Moi, je ne crois pas que c'est une solution. À ce qui concerne le budget, ce n'est pas vraiment dans mon domaine. Je ne suis pas économiste pour faire un débat sur le budget de la République. Donc, Aïmbe. Oui, merci, monsieur le modérateur. Je pense que cette émission des billets à valeur faciale élevée, c'est encore un problème sérieux. D'abord, le gouvernement a cessé tout paiement des salaires des agents et fonctionnaires de l'État.
leur disant qu'ils doivent attendre quand on va mettre cette monnaie-là en marche. Puisqu'ils ont peur de cette balkanisation monétaire provinciale comme nous l'avons connu avec des grosses coupures de Mobutu, où il y avait toutes les autres provinces qui prenaient, sauf certaines provinces qui ne prenaient pas cet argent. Donc c'est la peur qu'ils ont eue. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté le paiement de salaire pour contraindre aux gens qui sont déjà avertis, puisque vous savez un adage qui dit un chien échaudé a toujours peur même de l'eau froide. Donc les gens savent qu'il y aura inflation. Les gens savent qu'il y aura dépréciation quand vous émettez beaucoup d'argent sur le marché et surtout à haute valeur faciale. Donc ça c'est le problème, les gens s'attendent à cela et le gouvernement cherche à les faire le beau yeux disant que ça ne va pas beaucoup plus affecter l'économie familiale. C'est faux. Je veux dire que l'inflation n'est pas compte tenu de la valeur faciale du billet, mais c'est dans la masse monétaire sur le marché. C'est ce que je viens de dire. Parce que tantôt vous voulez faire voir que l'inflation... Je parle de l'inflation et de la dépréciation monétaire. Oui, je comprends, mais je pense aussi que le fait de mettre aussi les billets à valeur faciale les plus élevés, c'est une façon aussi dans le macroéconomique de contrôler les dépenses. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, moi, je me dis, mon opinion, c'est que ces gouvernements-là, nous ne pouvons pas dire qu'ils sortent du bois. Ce sont des gens quand même, d'une manière ou d'une autre. Jeannot, quand vous mettez l'argent à valeur faciale élevée sur le marché sans encadrement monétaire, vous ne pouvez pas me convaincre que ceux-là, ils vont absorber l'argent pour contrôler l'économie. C'est plutôt, écoute ce qu'ils ont dit. Alors, écoutez, pour vous départager, parce que si vous soulevez un point là d'encadrement monétaire, je crois que c'est peut-être là où tu vas rejoindre Jeannot, ce qu'il a dit tantôt, que c'est peut-être mieux d'observer les mesures que le gouvernement va mettre en place. C'est de quoi je parle. La mesure que l'un de leurs experts de la banque congolaise vient de nous dire, que les billets de 50, 100 francs, donc en dessous de 1000 francs, on va battre ça en pièces métalliques. Est-ce que ça, c'est un élément convaincant? Donc voilà un peu les histoires qu'ils ont. Ils ont leur raison, puisque le gouvernement a échoué d'amorcer les activités, ils n'ont pas d'argent, maintenant ils veulent battre la monnaie pour leur donner le moyen de fonctionnement. C'est tout ce qu'il y a, ils n'ont plus d'argent. Je comprends ça, ce sont des analyses journalistiques là, que vous faites, je comprends bien. Écoutez, je pense que cette question nous demande beaucoup plus de technicalité. Je n'ai pas parlé des budgets. Oui, donc le budget, vous avez suivi au niveau du Sénat et bientôt au niveau de la Chambre basse, c'est-à-dire du Parlement, que le budget qu'on a présenté a trop de lacunes. Il n'y a pas la rubrique pétrolière, il n'y a pas de rubrique télécommunications, il n'y a pas de rubrique hydrocarbures. Ce sont les grands postes générateurs d'argent du Congo. Pourquoi Matata n'a pas mis ces éléments là-bas? Et aussi, quand on parle de 8 milliards de dollars par rapport aux 4 ou 5 milliards qu'on avait avant, c'est une bonne chose. Mais la plupart des éléments qu'il a présentés sont théoriques, il n'y a pas de quantification. Vous avez suivi les gens qui ont vu ces budgets-là. Donc voilà, c'est une histoire qu'on a mis en place juste pour se justifier qu'on devrait commencer à travailler quelque part sans moyens. Alors on s'est fait. De toute façon, je voulais juste faire une parenthèse. Moi, j'ai regardé quelque part, je lisais aussi, je n'ai pas lu tout le budget en fait. Mais j'ai vu ça en termes beaucoup plus répartis en termes de pourcentage. C'est-à-dire, il y a par exemple l'éducation, le social. Alors là, ils ont défini comme 3%, 24%, 5%, des trucs comme ça. Ça, c'est pas quantifié. Ça, c'est juste une parenthèse. 2% de quoi? De combien? De 8 milliards, du budget. Non, le 8 milliards est venu après. D'abord, ils ont fait cette histoire sans base. C'est à quand les voix se sont levées, alors qu'ils ont parlé de 8 milliards. Et où est-ce qu'ils vont trouver ces 8 milliards? Ils n'ont pas dit là où cet argent viendrait. Ils n'ont pas dit d'où. Chaque fois que tous les gouvernements nous disent 50% sera des revenus nationaux et les autres viendront des partenaires extérieurs. Avec Matata, on n'a rien vu. Où est-ce qu'il va gagner cet argent? Parce qu'il a échoué de payer les gens. Ils ont échoué de payer les militaires. Où est-ce qu'il aura ces 8 milliards de dollars? Monsieur Don, moi et monsieur le modérateur, moi je pense que nous devons, à ce point, c'est une politique qui est lancée. Le Fonds monétaire international est resté mitigé aussi devant cet lancement des coupures-là. Lui qui joue un peu les gendarmes dans les histoires... Seulement au Congo. Seulement au Congo. Quand vous faites un budget national, le Fonds monétaire n'a rien à dire là-bas. Ça ne le concerne pas.
C'est seulement au Congo où tout doit être dirigé par Obama, tout doit être dirigé par François Hollande, tout doit être dirigé par le Fonds monétaire international, tout doit être dirigé par la Banque mondiale et le Fonds monétaire. Non, ça doit cesser. C'est notre histoire à nous. Nous devons récupérer la souveraineté du pays, qu'on fasse les histoires à nous. On n'a pas besoin de la Banque mondiale pour faire un budget. Je pense que pour cette histoire de budget, ce qu'on va faire, on va essayer prochainement d'inviter quelqu'un du ministère du budget ou des finances en République démocratique du Congo. Et je crois que ça nous aidera beaucoup plus à faire un débat avec plus d'éléments et de contre-éléments. Donc on va passer au troisième point qui concerne l'opposition. Là d'emblée, je vais parler, il y a eu récemment une signature, d'un accord entre l'UDPS qui prône la non-violence, la PARECO et l'ARP. Alors de cet accord-là, il y a des voix qui s'élèvent beaucoup plus au niveau de l'UDPS, où il y a Félix Tshisekedi qui confirme qu'il y a eu l'aval du président du parti, et alors qu'on a écouté le secrétaire général de l'UDPS qui dit que le président national du parti n'a jamais été informé de cet accord-là. Que dites-vous de cet accord? Que dites-vous de la réaction au niveau de l'UDPS? Je vais commencer avec M. José Kapajika. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Je crois que la situation qui prévaut actuellement au sein de l'opposition, c'est une situation qui ne peut pas nous laisser indifférentes. L'accord qui a été signé à Paris entre l'UDPS, la PARECO et l'ARP du général Mounene, cet accord a été dénoncé les jours suivants, donc jusqu'à 24 heures après, par une lettre, un document que nous tous nous avions lu sur le net, émanant du secrétariat général de l'UDPS et rappelant les représentants de l'UDPS en France d'aller au pays pour consultation, les rappelant en consultation. Sachant très bien que les représentants de l'UDPS dépendent directement du secrétaire national aux relations extérieures qui est Félix Tshilombo, dont lui aussi Tshilombo dépend directement du secrétaire général adjoint chargé de la diplomatie et de l'extérieur qui est Raymond Kaungu. La question que nous nous sommes posée était de savoir si le secrétaire général avait d'abord pris soin d'entrer en contact avec son collègue Kaungu qui était en France en ce moment-là, et avec le secrétaire national chargé des relations extérieures, Félix Tshilombo, qui était aussi en Europe avant de prendre une telle décision. Cela a fait voir les dysfonctionnements au sein de l'UDPS, que nous avions toujours décrié depuis très longtemps. Qu'il n'y a pas de communication entre la direction politique et les gens qui gèrent le parti, donc les secrétaires nationaux, la base. J'ai eu à entrer en contact avec quelques amis combattants de l'UDPS à Paris. Ils n'étaient même pas informés de cette réunion. Pendant que la réunion se tenait chez eux, dans leur territoire, ils n'étaient même pas informés qu'il y avait une réunion tripartite entre l'UDPS, la PARECO et l'ARP. Mais au niveau de la PARECO, les gens doivent savoir une chose. Honoré Ngwanda, c'est quelqu'un de très intelligent. J'ai eu à lui faire parvenir une fois un message en lui disant qu'en matière de sécurité, je l'ai toujours pris pour une référence, un modèle. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas par rapport à ce qu'il a fait comme travail, mais c'est par rapport à la protection du pouvoir. Lorsqu'on est nommé responsable ou le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, on est nommé pour protéger les pouvoirs, protéger les chefs de l'État et faire de façon à ce que ces pouvoirs-là ne tombent pas. Ngwanda a réussi à faire ce travail. Après le discours du 24 avril 1990, nous avions vu les impairs qui chaviraient. Nous avons vu les impairs se disloquer en 3-4 partis politiques. Impair Zouzouan Bobo, impair Vunda Otepe Mako, impair fait privé avec Banzamoukal. Mais s'il y a une personne qui a aidé le pouvoir à relever la tête, à jouer son rôle, entre autres, c'est Honoré Ngwanda Zamboko. Mais c'est un félin. C'est quelqu'un qui a une vision. Honoré sait qu'en ce moment ici, la popularité de Tshisekedi est inégalable. Il sait qu'en ce moment ici, il ne peut pas lui se targuer
dire au peuple congolais, c'est moi, ce n'est plus Tshisekedi. Et personne ne peut lui suivre. Raison pour laquelle il doit jouer de tout son poids pour approcher l'UDPS et dire à l'électorat de Tshisekedi, je suis avec le vieux. Honorer ce que Tshisekedi est en train de jouer sa dernière carte. Qu'adviendra-t-il demain? On peut nous appeler aujourd'hui pour nous dire que notre dormait ne s'est plus réveillé. Qui va récupérer les bâtons des commandements? La meilleure des façons. Parce qu'au sein de l'UDPS, il n'y a personne qui se pointe. Il n'y a personne qui se démarque des autres. Il ne faut que s'entretuer, il ne faut que s'entrepoigner. Mais les autres ont une vision politique. Ce n'est pas un hasard que Honoré Ngwanda cherche à approcher l'UDPS. Mais l'erreur aussi de l'UDPS, un parti qui s'est toujours dit non violent, s'afficher officiellement avec des partis qui ont des branches militaires pour signer des accords, est-ce qu'ils ont pensé à la position qu'ils mettaient leur chef, le président Tshisekedi qui est sur place au pays, lui qui s'est toujours dit non violent, mais vous donnez une carte au pouvoir en place pour dire que non, ce monsieur, aujourd'hui, il a signé des accords avec l'armée de Ngwanda, avec l'ARP de Mounene, donc s'il y a une action militaire, il est complice, il est connu. Donc, c'était une façon de donner une carte. C'est une façon de donner une carte au pouvoir de poursuivre Tshisekedi. Je crois que des deux côtés, surtout au sein de l'UDPS, il n'y a pas eu des gens qui devraient réfléchir. Ngwanda n'est pas politicien. Ngwanda, il n'a jamais été politicien et il ne sera jamais. Ngwanda, c'est un flic. Même aujourd'hui, si Tshisekedi devenait présent, si Tshisekedi récupérait l'impérium, il aura besoin de gens comme Ngwanda pour travailler parce que c'est un flic. Ngwanda n'est pas politicien. Ramener Ngwanda au niveau des politiciens, c'est une erreur. Ngwanda n'a jamais été politicien. Ngwanda, c'est un flic, mais c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui a une vision. Il sait que Tshisekedi est en train de jouer sa dernière carte. Comment lui, il peut faire pour, en tant que flic, comment il peut faire pour revenir dans les sphères politiques. Donc, mais écoute, monsieur Antoine, aujourd'hui, vous êtes président de la République, vous me nommez moi chargé de sécurité, en matière de sécurité, c'est pour protéger le pouvoir. Je n'accepterai même pas que votre père vienne vous mettre les doigts sur le front. Je veux protéger le pouvoir. Mais je ne le dirai pas officiellement. Vous comprenez? Je ne l'accepterai pas. Lorsque vous me nommez moi pour protéger le pouvoir, je ferai de tout mon mieux pour protéger le pouvoir. À moins que je sois complice pour vous renverser. Ok, bon, là... Ça, c'est une réalité. C'est bon ça, allez, bon, on va avancer dans le débat. Monsieur Jano Mukuna, quel est ton point de vue à propos de cette alliance, cette signature d'accord entre l'UDPS, la PARECO et l'ARP du général Mounene? Bon, moi, je n'ai pas un point de vue, j'ai mon opinion, parce que l'émission s'appelle elle-même d'abord l'opinion. C'est mon opinion que je donne. Oui. Ce que j'aimerais dire là-dessus, c'est cet accord, fameux accord de 3 mouvements. Je trouve cela comme l'insulte. L'insulte à qui? À tous ceux qui ont combattu la dictature de M. Mobutu. Derrière Etienne Tshisekedi Omulumba et tant d'autres personnes. Et c'est l'insulte, ces gens-là n'ont jamais eu à penser prendre les armes. Outre-temps, outre-mers. Et si aujourd'hui vous pensez prendre les armes, qui vont mourir? C'est toujours les mêmes qui vont sortir les premiers parce que le leader ne prendra jamais les armes pour sortir. Et je pense que c'est un accord comme une messe noire qui ne va rien aboutir à quelque chose. C'est dans la précipitation et dans la peur. Faire une alliance avec qui? Avec Mounene qui parle, qui n'a aucune base, de parler avec Ngwanda qui prêche que sur l'internet, et l'UDPS qui est allé aux élections, qui ne reconnaît pas la justice, mais il reconnaît la justice en amont, en aval il ne reconnaît pas. Je trouve, à mon avis, que c'est mal parti, qu'il ne faut même pas parler encore de cette fameuse alliance ou accord pour dire des mouvements politico-armés, des choses comme celle-là. Il faut qu'on laisse tomber celle-là et ceux qui nous suivent, s'ils sont à côté de Etienne Tshisekedi ou je ne sais pas, de Chilombo ou de qui que ce soit, de leur dire que non, il y a des gens qui donnent leurs opinions pour dire que cette affaire-là n'a rien à voir. Qu'on pense à autre chose. Ok, M. Donkaïmbe, brièvement, quel est ton point de vue de cet accord entre l'UDPS, la PARECO et l'ARP du général Mounene?
Et là, on va passer directement à la désignation du porte-parole de l'opposition. Oui, moi je pense que ça c'est un sujet qui pouvait nous prendre toute une émission. Vous savez, parler des accords. Et si vous avez bien suivi l'acheminement de ce problème, surtout au niveau de l'UDPS, ça posait de sérieux problèmes. Il y a un problème d'administration. Il y a le secrétaire national chargé des affaires des relations extérieures, il dit « Je parlais avec le président du parti, il a donné le quitus ». Le secrétaire général, qui est responsable du département où évolue le secrétaire national chargé des relations extérieures, dit que le président n'a pas été informé. Mais administrativement, la personne qui signe les accords, c'est le président du parti. Mais ici, nous avons vu, ni le secrétaire national chargé des relations extérieures, ni le secrétaire général adjoint de la diplomatie n'a été là pour apposer sa signature, mais on a envoyé un simple représentant. J'ai essayé un peu de voir le charme dans le chef du secrétaire national chargé des relations extérieures, qu'il est en train de devenir de plus en plus diplomate. Il vous dit non, je n'ai pas été là-bas, on m'a invité quelque part. Un langage purement diplomatique, il a vu que non, c'était des histoires qui sentaient mauvais. C'est pourquoi il ne voulait pas aller engager sa personne là-bas. Cet engagement, contrairement à ce que les deux intervenants qui m'ont procédé ont condamné, que l'UDPS, un parti non violent, il devient violent aujourd'hui. Enfin, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas, on s'adapte selon les circonstances. Nous avons vu l'ANC de Mandela, et Mandela n'a jamais pris les armes, mais on a vu Steve Biko sur la rue en train de faire bouger le blanc. Donc je pense que cette alliance-là, ou bien ces contrats qu'on a pu faire, je pense qu'on devrait un peu les diluer un tout petit peu, donner une branche armée de l'UDPS, comme beaucoup plus de jeunes gens ont dit, nous ne voulons pas encore continuer avec la non-violence, nous voulons aller à la non-violence. Donc on pouvait dire que c'est la jeunesse de l'UDPS qui a signé ces accords. Et juste pour trouver un peu la clarté dans tout ça, il n'y a que M. Tshisekedi qui peut venir nous dire s'il a donné son accord ou pas. Puisque le secrétaire général, malheureusement suspendu, a dit que le président, c'est lui qui devrait signer les accords, pas quelqu'un d'autre. Le secrétaire national chargé des relations extérieures, il dit qu'il a eu le feu vert du président du parti. Alors, il y a le quiproquo là-bas, il y a la confusion. Je pense que le président du parti, il lui appartient d'éclairer l'opinion pour savoir s'il est partie prenante de ces accords, là où il fallait maintenant parler avec M. Ngwanda qui cherche à séduire tout le monde pour confirmer son leadership. Voilà. Je pense que dans nos prochaines émissions, on reviendra sur ce point de cet accord entre l'UDPS, la PARECO et l'ARP. Je peux compléter quelque chose? Je reviens. On va revenir sur ce point-là en essayant de trouver peut-être aussi les gens qui étaient autour de la table, qui essaient de nous parler de l'esprit de tout ce qui a mené à cet accord-là. Là, José, je vais te donner 30 secondes et puis brièvement, tu pourras continuer ton point de vue sur la suspension du secrétaire général de l'UDPS. Ok, je voulais juste, merci beaucoup, je voulais juste compléter sur ce qu'a dit Don par rapport à cette déclaration qui a été, ces accords qui ont été signés par l'UDPS, la PARECO, l'ARP. On a fait référence à Steve Biko, qui est d'ailleurs une très bonne idée. Si au sein de l'UDPS, il y avait une cellule où les gens pouvaient réfléchir pour dire et dégager de telles idées, ça pouvait être une très bonne chose. Signer les accords avec des branches armées, cela ne peut pas empêcher l'UDPS de le faire. Mais comment le faire et comment procéder? S'ils avaient pensé y procéder pour dire la jeunesse de l'UDPS, en engageant la jeunesse de l'UDPS pour protéger les vieux, ça aurait été une très bonne chose. Mais aujourd'hui, c'est le vieux qui est accusé officiellement d'avoir signé des accords politiques avec des branches armées. Vous avez fait allusion à Nelson Mandela qui était emprisonné. Nelson Mandela, qu'est-ce que lui il a dit aux Blancs? Il a dit, si vous refusez de négocier avec moi, parce que vous ne voulez pas renégocier avec moi, mais je vous dis une chose, que la jeunesse qui viendra après moi prônera la rupture. Raison pour laquelle nous avons vu les Steve Biko. L'homme blanc avait compris, les Anglais ont compris qu'avec Steve Biko, ils n'auront pas à dialoguer. Le mieux, c'était d'éliminer Steve Biko et de renégocier avec Mandela, ce qu'ils ont fait. Donc Steve Biko a été sacrifié. Donc au sein de l'UDPS, il n'y a pas une cellule
Il n'y a pas une cellule. À ma connaissance, il n'y en a pas. Une cellule de gens qui se mettent autour d'une table pour réfléchir sur les actes à poser. Ils ne l'ont pas fait. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés là où nous sommes aujourd'hui. En ce qui concerne la suspension du secrétaire général, j'ai appris comme tout le monde qu'il était suspendu pour détournement des fonds. J'ai eu la confirmation aussi par un responsable de l'UDPS, me disant que Jacquemain Chabani avait reçu du mail du président du parti 300 000 $ pour faire imprimer des cartes du parti, en fait que ces cartes soient mises en vente et le revenu de ces cartes pouvait permettre à l'UDPS d'économiser ou soit pourquoi pas avoir dans les 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars. Mais cet argent a été mal utilisé. Le secrétaire général a été convoqué au niveau de la justice par la personne. D'ailleurs, la plainte qui est portée contre Jacquemain Chabani, ce n'est pas Tshisekedi qui aurait porté cette plainte, c'est un combattant qui aurait porté la plainte. Un combattant qui est magistrat, qui s'est saisi du dossier, qui a écrit au président officiellement que non, moi je me saisis du dossier, comme il y a eu détournement de fonds, c'est l'argent du peuple, l'argent des combattants, je veux au moins suivre ce dossier pour en savoir un peu plus clair. C'est ce qui a donné à Tshisekedi maintenant le pouvoir de suspendre Jacquemain et le mettre à la disposition de la justice. Mais cela ne confirme pas que Jacquemain a détourné de l'argent. Il est présumé innocent, mais s'il apporte des preuves, à une condition qu'il apporte des preuves. Dans la mesure où il n'apportait pas de preuves, la suspension deviendrait effective. Donc, il serait suspendu et remis entre les mains de justice. Mais il y a une chose qui a beaucoup plus attiré mon attention. Lorsque Jacquemain Chabani a été empêché de sortir du pays par les services de sécurité de Kabila, nous avons vu Raymond Kaoungou, qui est secrétaire général adjoint, assumer l'intérim de plus de 3 mois du secrétaire général. Mais aujourd'hui, je me pose la question de savoir comment le secrétaire général est suspendu, le secrétaire général adjoint qui a en charge des relations extérieures et de la diplomatie n'est pas suspendu, mais on va chercher un secrétaire national qui est en dessous du secrétaire général adjoint pour qu'il vienne assumer l'intérim. Est-ce que Raymond Kaoungou est assimilé à ces détournements? Point d'interrogation. À moins que les amis de l'UDPS nous disent officiellement si Raymond Kaoungou est impliqué dans cette situation. Mais moi, je trouve qu'il n'y a que ces partis-là qui ont des structures un peu compliquées, là. Et toutes ces structures-là, des secrétaires de ceci et de cela, même dans les affaires inutiles, où on trouve qu'il y a des gens qui se disent dans l'extérieur ou dans la diplomatie, qui ne font rien avancer. Nous avons vu que dans ces partis-là, il y a eu les hommes qui ont bien travaillé, qu'on ne reconnaît pas leur travail, mais on a diabolisé même dans ces partis-là. Et ceux qui nous suivent sur cette chère radio, La Voix de la démocratie congolaise, et cette émission Opinion, ils peuvent nous prendre aussi à témoin et dire que c'est vrai ce que nous disons, c'est la vérité. C'est un parti qu'on parle maintenant du passé, ou soit il faut le proclamer tout haut que ces partis-là n'existent pas, refonder les partis et faire des structures adaptées au temps actuel. Et que de voir des structures de dire que non, voilà, il y a un mouvement extérieur, il y a des fédérations, et les fédérations qui prennent des décisions, qui ont des avis, soit contraires, mais qu'on ne tienne même pas compte. Et je trouve que c'est du passé. Et ils laissons tomber cette affaire-là, qu'ils s'organisent pour autre chose. Pour vous compléter, j'ai eu à m'entretenir avec un responsable de l'UDPS à l'extérieur, dont vraiment je salue l'intelligence et son niveau de réflexion. C'est quelqu'un qui a toujours vraiment, je garde l'anonymat de cette personne, c'est une personne qui a toujours, chaque fois qu'il couche ses réflexions sur sur le forum de l'UDPS, vous trouvez dans ces réflexions une personne qui sait de quoi il parle. Il m'a laissé entendre, il me dit, Joe, parce qu'il m'appelle Joe, jeune frère Joe, tu sais, si le président du parti était entouré en ce moment ici, avec des gens comme les Belchika, les Kamani,
le maître Mukendi Mulumba, il aurait déjà eu l'impérium, il serait déjà président de la République. Le fait d'avoir écarté des gens qui avaient l'expérience pour ramener la nouvelle génération, c'est une bonne chose, mais il pouvait de fils que se laisser entourer par des conseillers qui avaient aussi l'expérience en politique. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Aujourd'hui, la jeunesse, le président national a nommé des personnes qu'il ne connaissait pas. On ne peut jamais nommer un responsable, un cadre du parti, une personne dont vous ne connaissez même pas. L'actuel parlementaire, si c'est Sami Badibanga qui est au Parlement, je crois qu'il vit aux États-Unis, là-bas, c'est pas aux États-Unis, au Canada. Non, en Belgique. En Belgique. Et il y a encore une personne qui est au Canada, là-bas, qui s'est retrouvée, qui se retrouve, je crois, au Parlement, dans le Parlement de Kabila. Ce monsieur, Badibanga, a remis une somme de 5 000 € au président national pendant son séjour en Europe. C'est connu de tout le monde. 5 000. Mais le président national ne les connaissait pas individuellement. C'est l'ami de Chilombo, qu'on se dise de vérité. C'est l'ami de Félix. Le monsieur avait ses idées à lui. Il avait ses objectifs. Comment séduire pour approcher, parce que je m'aimerais bien me présenter aux élections législatives, mais avec les labels de l'UDPS. Chose qu'il a reçue. Il s'est fait nommer. Chilombo, Félix a intervenu, il s'est fait nommer. C'est une réalité, c'est connu de tout le monde. Je ne l'accuse pas, mais c'est ce qui s'est dit. Si les gens ne savent pas dire cela officiellement à Félix, moi je l'ai dit. Je l'ai dit parce que les gens le disent. Même ceux qui sont avec lui, ils le disent. Donc ça, c'est vraiment le clientélisme. Je crois que c'est là que tu rejoins Jeannot. Il y a le clientélisme. Donc le président a nommé des personnes que lui, le président national a nommé des personnes que lui, personnellement, il ne connaissait pas. Moi, je ne vous connais pas. Je dois vous donner un poste de responsabilité proche de moi. En ce qui concerne la suspension de Jacquemain Chabani, évidemment, c'est que mon collègue José a dit, le problème des détournements, qu'on fait voir que c'est ça le problème qui l'a fait couler. Bon, dans mes entretiens avec certaines personnes sur place à Kinshasa, ils ont donné deux versions. Ils ont dit, ok, le secrétaire général, c'est vrai, on lui a donné l'argent cash, 300 000 $ pour faire les cartes. Et en fin de compte, après les ventes, ils estimaient avoir 11 millions de dollars pour la campagne électorale et du président du parti et aussi pour les députés. Vous avez vu que chacun s'est débrouillé de sa façon. C'est comme ça qu'il y a eu ces jeux-là où le président dit n'allez pas, les gens sont allés puisqu'ils ont dépassé leur argent personnel. Et que selon encore la même source, la personne qui a imprimé les cartes est venue demander de l'argent. Il a dit non, nous on a donné l'argent, Chabani devrait vous payer l'argent. Et c'est pendant ce moment-là que Chabani a vu qu'il y avait un problème, il a payé cet argent. Et c'est-à-dire le problème était résolu avec l'imprimerie ou l'imprimeur. Donc ça a été fait. Ils ont eu des cartes, mais où sont les cartes? Alors Chabani a expliqué que la question doit être posée à l'intendance de son département. Alors, quand on pose la question à l'intendance du secrétaire général, ce dernier dit que les cartes étaient dans la permanence quand il y a eu attaque de la soldatesque de Kabila, quand on a tué même des combattants là-bas, on a emporté même les cartes qui étaient destinées à la distribution. Donc, une confusion et puis bien entretenue. Et que Chabani, il dit, dès qu'il ira à la justice, il a tous les papiers, il va prouver qu'il est innocent, il a payé, et donc ça veut dire que le problème est à poser au niveau de l'intendance. Maintenant, toujours le groupe de gens qui sont là-bas, puisque vous savez, toujours à l'UDPS, il y a toujours le pour et le contre un individu. Donc dans ce groupe de gens avec qui je parlais, ils me disent que non, pourquoi quand ce problème a surgi, on n'avait pas suspendu Chabani, on l'a suspendu que lorsqu'il a contredit le secrétaire national chargé des relations extérieures et le directeur du cabinet du président, quand ils ont confirmé que la signature dont on a parlé tantôt là, que le président était informé de cette signature-là. Donc il y a eu une guerre de tranchées entre les deux personnalités, c'est-à-dire le secrétaire national chargé des relations extérieures et le directeur de cabinet d'un côté, et Chabani, le secrétaire général de l'UDPS suspendu, de l'autre côté.
Donc, c'est-à-dire, eux voulaient nous faire voir que nous avons ce pouvoir-là, c'est comme ça qu'on a utilisé cette machine pour le bloquer. Qui dit vrai? Point d'interrogation. Il y a encore un autre élément que je vais compléter bien par rapport à ce que je viens de dire. Non, je venais de dire non. Il y a certaines cartes qui ont été envoyées à l'extérieur. Mais lorsque ces cartes sont vendues, selon la personne qui m'a donné l'information, on pose la question, à qui on va envoyer les revenus des cartes? La réponse était claire, qu'à la génération Tchichi. Qu'est-ce que la génération Tshisekedi a à voir avec les cartes du parti? Donc, il y a des ordres au sein de l'UDPS. Même si les amis de l'UDPS ne veulent pas se les dire en face, continuer de cette manière-là à gérer le parti, ils ne verront jamais le bout du tunnel. Bon, jamais. On est à la fin de notre émission. Nous allons, chacun va donner un mot sur la désignation du porte-parole de l'opposition. C'est encore un point que j'aurais voulu que ça nous prenne plus de temps, mais le temps nous imparti arrive à échéance. On va juste frôler la question et puis prochainement nous allons y revenir. Que pensez-vous de la désignation du porte-parole de l'opposition à la République démocratique du Congo? Avec tout ce qu'on comprend, qu'on a une opposition multifonctionnelle, une opposition hétérogène où il y a Kamere qui tient à se faire porte-parole de l'opposition en avançant comme raison que Tshisekedi, en tant que président de la République, ne peut pas, ce poste, ou quand bien ou l'UDPS en général, ce poste ne peut pas revenir à l'UDPS, d'autant plus que le président de l'UDPS est président de la République, mais il y a l'opposition institutionnelle, donc avec la partie de l'UDPS qui est au Parlement et qui veut faire passer un de leurs en la personne de Sami Badibanga comme porte-parole de l'opposition. Quel est le point de vue de chacun rapidement et puis on va clore le débat, on y reviendra prochainement. Mais moi, je trouve d'abord que les délais pour la désignation de ces représentants de l'opposition est dépassé selon la constitution qui régit sur la République démocratique du Congo. Je me dis encore qu'il est vrai que l'opposition peut se regrouper autour de certaines idées, mais ils peuvent aussi faire les cavaliers seuls. Dans tout ça, nous attribuons toujours la faute à l'UDPS, qui se réclame être la fille aînée de l'opposition de ces pays-là, mais qui ne fait pas preuve de la maturité d'être fille aînée de l'opposition. Son président s'est présenté aux élections, nous en connaissons tous l'histoire. Il ne reconnaît pas la justice qui a proclamé l'autre comme étant vainqueur, mais il reconnaît la justice parce que la justice doit juger son secrétaire, le secrétaire de son parti. Il s'est dit président de la République, mais aujourd'hui, ceux qui militent pour lui, ils disent, eux, ils veulent le voir à la tête comme le porte-parole de l'opposition. Et c'est tout ça, c'est cette cacophonie-là que j'ai dit, que ces partis-là n'existent plus. Et qu'ils prennent le courage de dire que l'IDPS n'existe pas, qu'on donne un autre nom. Je trouve que c'est de la bonne guerre que Kamere se fasse aussi élire comme le porte-parole de l'opposition. C'est de la bonne guerre, moi. Ça, c'est mon opinion. Oui, vous n'avez pas tort. Vous avez raison sur votre opinion par rapport à ce que vous dites. Vous savez, l'UDPS ne peut même plus se réclamer de l'opposition. Pas du tout. Pourquoi? Parce que, jusqu'à preuve du contraire, l'UDPS se reconnaît Tshisekedi président de la République élu. Donc, il n'est plus de l'opposition, il est du pouvoir. Mais M. José, s'il te plaît, sans te couper là, je voulais juste faire un éclaircissement. Comment l'UDPS n'est pas de l'opposition? Parce qu'il n'y a pas 2 semaines que M. Tshisekedi a signé, je peux dire en quelques termes, un remaniement au sein du parti, où il a signé comme président du parti. On ne peut pas être à la fois président du parti et président de la République. Mais là vous revenez à ce que venait de dire le précédent interlocuteur, que les partis fonctionnent en désordre. Les partis fonctionnent en désordre. Si vous demandez aux membres de l'UDPS qui est président de la République, ils vont vous répondre. La réponse est claire. C'est Tshisekedi qui est président de la République parce qu'élu par le peuple. Il a prêté serment devant le peuple, il est président de la République. Alors,
de quelle opposition fait partir l'UDPS? Opposition contre qui? Contre les pouvoirs en place ou contre lui-même? Contre l'UDPS. Donc c'est tout à fait normal que l'UDPS ne se retrouve pas au sein de l'opposition pour dire que nous réclamons le poste de porte-parole de l'opposition. Je crois que Jacquemain Chabani a été clair là-dessus lorsque la presse est allée le voir pour lui poser des questions sur le poste qui devrait revenir à l'UDPS. Il a dit, l'UDPS, nous ne sommes pas concernés par cela. Nous nous battons pour la vérité des urnes et notre président, que notre président puisse avoir l'impérium. Un point est très. Donc, si Kamere... Maintenant, ma question est claire. Là. Parce que jusque-là, tu ne m'as pas éclairé. Si Jacquemain a dit cela, mais comment est-ce que tu vas nous expliquer qu'il y a, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, M. Tshisekedi a signé un document de l'UDPS comme président de l'UDPS sur la fête de nomination? Si lui est reconnu comme président de la République ou si lui-même se reconnaît comme président de la République. Attendez, José, je pense que l'un n'exclut pas l'autre. On l'a vu du temps de Mobutu qui était président de la République et président du MPR. L'un n'exclut pas l'autre. Si lui, le président, pense que je suis président de la République et je continue à diriger mon parti, moi je ne pense pas qu'il y a quelque chose de mal. Monsieur, est-ce que le statut de l'UDPS... Du temps de Mobutu, ce n'était pas le statut de l'UDPS... Monsieur Jérôme Gona, du temps de Mobutu, c'était le MPR parti-État. Oui. C'est totalement différent. Donc on ne peut pas prendre cette pour la situation actuelle. C'était bien dit parti-État. C'est-à-dire pour être président de la République, il faut être président du parti. De toutes les façons, l'un n'exclut pas l'autre. C'est ce que je voulais dire. Mais c'est le modérateur. Vous revenez au dire de B.C. Jeannot qui venait de l'éclaircir. Il a dit qu'on nous dise que l'UDPS n'existe plus. L'UDPS est là, non, écoutez, je donne mon opinion. Non, l'opinion doit éclairer l'opinion aussi. Écoutez, l'UDPS existe, vous savez, les structures de l'UDPS, vous connaissez que l'UDPS est organisé puisque les structures sont en place. On ne peut pas continuer à laisser dire des histoires quand même. Ça me fait mal qu'on dise que l'UDPS n'existe pas. Oui, ça me fait mal puisque l'UDPS existe. N'existe pas. Écoute, si les structures de l'UDPS existent et que le fonctionnement de ces structures n'est pas respecté. Bah ça c'est autre chose, c'est deux choses différentes, fonctionnement et existence. C'est l'anarchie qui règne au sein de l'UDPS. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, le parti existe avec un président du parti. Si c'est que dit que moi je respecte comme président élu, pas comme président du parti. Parce qu'il a cessé d'être président du parti depuis son élection. Qui l'a dit? Qui a dit ça? C'est ce qui dit le texte de l'UDPS. Ok, alors là on évolue puisque peut-être c'est le temps. C'est ce qui dit le texte de l'UDPS. Donc si c'est ce qui dit le plus président de l'UDPS, il faut qu'il y ait un congrès pour le remplacer. Bon, il n'y a pas de congrès donc il joue l'intérim. Non. Il ne joue pas l'intérim. Il a été élu actuellement le patron de l'UDPS, c'est le secrétaire général. Que les gens ne veulent pas le reprendre de cette La question n'est pas sur Tshisekedi. C'est ça. La question n'est pas sur le rôle de Tshisekedi. La question c'est le porte-parole de l'opposition. Le porte-parole de l'opposition, l'UDPS, qui n'est plus un parti de l'opposition, qui est un parti au pouvoir, avec le président élu, ne peut pas réclamer le poste de porte-parole. C'est qu'a dit le secrétaire général Jacquemain Chabani. Donc, Kamere, qui ont accepté d'aller siéger au Parlement du pouvoir en place avec les autres, ils sont allés siéger, donc ils sont opposés au pouvoir en place. Donc le poste de l'opposition, du porte-parole de l'opposition, revient à celui qui siège contre les pouvoirs en place. Pas contre les pouvoirs de Tshisekedi, mais contre les pouvoirs en place. Donc c'est tout à fait normal que ces postes puissent revenir. C'est tout à fait normal que ces postes puissent revenir à Kamere. Parce qu'il siège contre les pouvoirs en place et non pas contre les pouvoirs de l'immédiat. Il ne peut pas revenir aussi à Kamere parce que si tu dis que tu reconnais Tshisekedi comme président de la République, alors que Kamere et Tshisekedi, ils ont fait alliance après. Ce qui fait qu'ils sont de la même mouvance. Tu as les accords de l'alliance? Non. As-tu les accords de l'alliance? Monsieur le modérateur, monsieur le modérateur, il n'a pas eu des accords, il n'a pas eu une alliance pour dire que nous faisons l'alliance pour ça et pour ça. Cette alliance a été avortée il y a bien longtemps. Mais c'est pas parce que je te laisse la parole. Mais c'est le modérateur risque de nous amener à prendre nos opinions
ou nous mettre le dos dans la bouche. Ne nous mettez pas l'eau dans la bouche parce que nous-mêmes nous pouvons parler. Nous voulons dire les choses clairement. L'UDPS, à mon sens, n'existe plus. Non, cessez cela, cessez ce terme-là, encore une fois, pour faire avancer le débat. Ne parle pas de on ne l'a pas avancé avec notre opinion. Non, l'opinion biaisée n'est pas une opinion à exposer. Ça, c'est ton opinion à toi. Non, moi, je dis l'UDPS existe et je parle pour que les histoires soient claires. Quand vous dites que l'UDPS n'existe pas, donc vous ignorez l'existence du président Tshisekedi. Tu en es le membre, j'ai l'impression. C'est Jeannot. Ça n'engage que moi-même. Acceptons le point de vue de Don, l'UDPS existe. L'UDPS existe pour Don. Mais sur le plan administratif, nous avons du fonctionnement là, j'accepte. Le plan administratif et fonctionnement du parti. Nous, moi qui vous parle, nous avons beaucoup appris auprès du président national de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi. Dans la mesure où il y a entorse, il y a non-respect de texte. Le jour que M. Tshisekedi a buffé la mention inutile aux prestations de serment, c'est parce qu'il y a eu une phrase qui a été mise à l'intérieur qui n'a pas été négociée. Il a trouvé une phrase que lui n'avait pas négociée, il a buffé cela. C'est la même chose avec le fonctionnement du parti. Donc, depuis le jour que M. Etienne Tshisekedi a été élu président de la République. Est-ce que c'est ça la question? La question n'est pas là. Il était en prison dernièrement. On vient de le libérer avec la première sortie. Est-ce que c'est ça la question du modérateur? Le modérateur nous demande ceci. Il nous demande sur le porte-parole de l'opposition. C'est clair. Nous avons donné notre opinion. Écoutez, je pense que chacun a donné son point de vue. Sauf moi. Sauf moi. Moi, je n'ai pas donné. Moi. Non, Jeannot, tu as commencé. La première des choses est de chercher d'abord à savoir qui est de l'opposition et qui n'est pas de l'opposition. Donc, de quelle opposition parlons-nous? Il faut commencer par se poser cette question. Est-ce que l'UDPS est de l'opposition? Non. Si l'UDPS n'est pas de l'opposition, pourquoi voulez-vous que les postes dépendent? Est-ce que la question est sur l'UDPS? C'est encore ça le problème. Non, la question est claire. Écoutez, ça peut éclaircir un peu les nuages. Moi, je dis ceci à la question du modérateur. Je pense que Caméré, en toute démocratie, il peut se présenter comme candidat porte-parole de l'opposition, bien que les élections ne sont pas prévues dans ce processus. Alors, je pense que quiconque veut être président, c'est le reporter, je voulais dire, c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce que l'opposition doit faire? Ils doivent se mettre ensemble et dégager qui est le candidat du consensus. Alors celui-là, maintenant, l'opposition va le prendre comme le représentant. Je pense que c'est ça. Malheureusement, ce n'est pas prévu qu'il doit passer par les élections. Mais comme vous l'avez dit, monsieur le modérateur, que l'opposition est plurielle, l'opposition est multiple, alors il faut qu'ils trouvent un mécanisme pour se mettre ensemble. Vous savez, la législative qui vient de se terminer de 2007-2011, à cause de cette confusion, cette histoire-là de parler d'un individu, oh c'est Bemba, Bemba indisposé, on ne voulait pas que François Tamboué le remplace, puisque au Congo, la politique c'est François Mwamba. Le problème au pays, ce n'est pas le parti politique, le problème au pays, ce n'est pas la population, c'est un individu. Bemba indisposé, c'est la vie qui s'arrête. Ici, merci beaucoup, chers amis. Je crois que nous sommes à la fin de notre émission de ce jour. Chers internautes, chers auditeurs, auditrices de la Voix de la démocratie congolaise, nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons un bon week-end en ce samedi de 23 juin 2012. 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